On passe à notre chronique On en parle. On s'intéresse donc ce soir au fonctionnement de la presse avec vous, Cédric Kalonji. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste congolais, vous enseignez le journalisme également. Alors que beaucoup d'entre vous êtes en période électorale ou pré-électorale, vous sentez-vous bien informé? C'est notre question de la semaine, Islor. Oui, alors des commentaires de nos téléspectateurs, j'ai retenu une phrase qui résume le sentiment général. Nos médias nous mentent. Dans le viseur, les télévisions nationales qui sont accusées de propagande. Alors, un avis que partage Bourama à Bamako, il estime que seuls les médias privés donnent de vraies informations. Alors, Cédric Kalonji, vous partagez l'avis de Bourama ou pas du tout? Il faut peut-être revenir sur le rôle des télévisions d'État. On ne peut pas les appeler vraiment en Afrique des télévisions publiques. Ces télévisions ont existé à un moment où il fallait faire la promotion de l'État. Il fallait dire à des habitants de la forêt qu'il y avait un président, qu'il recevait du monde, qu'il prenait des décisions pour le pays. Le problème, c'est que ces chaînes de télévision ne sont pas réellement devenues des chaînes des médias publics. Ils ne sont pas au service du public, mais ils sont au service de l'homme fort du moment. Vous verrez dans un journal télévisé africain, c'est généralement l'ouverture avec ce que le président a fait, ensuite c'est le Premier ministre, ensuite c'est le ministre, et ça ne parle pas vraiment généralement de la vie des gens. Et en plus, l'autre problème, c'est que on sait très bien que la plupart des chaînes de télévision publiques, si on peut le dire, africaines, dépendent des ministères de l'information. Et quand on sait qui nomme le ministre de l'information, on comprend tout de suite pour qui la télévision d'État travaille. En tout cas, c'est pas pour les populations. Donc vous pensez que les médias privés disent davantage de vérité, pour reprendre cette question de l'Internet? On peut dire ça comme ça pour simplifier les choses, mais il y a aussi une autre complication. Il faut toujours se poser la question, en tout cas dans le contexte africain, à qui appartient la chaîne de télévision et quelle est la motivation de la personne qui lance cette chaîne de télévision. On va y revenir. Un autre thème d'abord qui est abordé, Liselor, il est essentiel et concerne la liberté d'expression des journalistes. Oui, en effet, Ali Agnafunke au Mali nous rappelle que les journalistes qui travaillent en Afrique, ils travaillent avec la crainte d'être enfermés ou assassinés par les présidents qui bravent la liberté d'expression, l'éthique et la déontologie. Alors, c'est vrai que vous qui formez des journalistes, vous rentrez justement de Bangui, en République centrafricaine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi chez nos confrères une espèce d'autocensure? Il y a de l'autocensure parce que lorsqu'on travaille dans un contexte sécuritaire particulier, on a tendance à avoir peur pour sa vie, ce qui est une tendance normale. Mais il y a aussi ce problème économique, en fait. Moi, je pense que un des grands problèmes de la presse sur le continent, c'est un problème économique. Là, je vous donnerai l'exemple de la Guinée, par exemple. Ça s'appelle le communiqué final. Ça veut dire le journaliste va couvrir l'information parce que la personne qui donne l'information paye. On lui donne la petite enveloppe à la fin de la conférence. En période électorale, cela veut tout simplement dire que c'est celui qui a de l'argent qui a accès aux médias. Les autres n'ont pas. Et ça change un tout petit peu le rapport de force. On ne va pas vers les sujets parce qu'ils sont intéressants. On ne va pas produire des sujets parce qu'ils intéressent l'auditoire, mais tout simplement parce que la personne qui nous invite, parce que la personne qui livre l'information est capable de donner une enveloppe à la fin. Ça s'appelle communiqué final en Guinée, ça s'appelle le coupage en République démocratique du Congo. C'est une pratique très difficile, mais qui est collée à la réalité. C'est que les journalistes sont pauvres, ils n'ont pas de statut et ils font ce qu'ils peuvent pour vivre. Alors je reviens, Cédric Kalonji, sur ce que vous disiez tout à l'heure, le financement des organes de presse. Qui paye qui? En période électorale, il y a forcément des conséquences, Liselor. Voilà, Henri, justement, nous dit que chaque candidat, comme vous venez de dire, contrôle directement ou indirectement des médias. Alors, justement, Cédric Kalonji, en termes de financement de l'entreprise de presse, quel est le bon modèle pour qu'il n'y ait pas ces conflits d'intérêts? Il faudrait déjà qu'il y ait un marché publicitaire. Il y en a dans certains pays du continent, il y en a un peu moins dans d'autres. Ensuite, il faudrait, moi je pense, je rêve peut-être, mais je pense qu'il faudrait inventer un modèle économique des médias sur le continent en tenant compte des réalités locales. Il y a par exemple, moi je pense qu'aujourd'hui, avec tous les outils dont on dispose, avec Internet, avec les nouveaux médias, on peut très bien envisager d'avoir des journalistes qui sont enseignants et qui font autre chose, qui gagnent leur vie autrement, mais qui s'engagent comme citoyens pour fabriquer de l'information et la diffuser. Moi je crois en cette solution-là. Mais aujourd'hui, journaliste temps plein sur le continent qui compterait sur son salaire pour vivre décemment, c'est très compliqué. Et tant que le journaliste n'a pas assez à manger, il est tenté de prendre l'enveloppe. Et c'est celui qui a l'enveloppe qui a accès aux médias. Et la majorité
laissés pour compte et ce sont ceux qui ont les moyens de payer qui passent en boucle sur les chaînes de télévision et dans tous les médias. Alors vous parlez de l'accès à Internet, de l'accès aux médias. C'est pas toujours facile, justement, Lise-Laure, les internautes s'interrogent là-dessus. Oui, c'est le constat de Dev qui dit que la majorité de la population n'a pas accès justement aux médias. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de délestage parce qu'il y a des problèmes d'électricité, mais quand même, Internet aujourd'hui, c'est pas un luxe. Oui, on peut se connecter à Internet avec son téléphone portable, en tout cas pour les habitants des grandes villes. Ce n'est plus un luxe comme il y a une dizaine d'années. Moi, j'ai connu l'époque où il fallait payer 1000 € pour avoir une antenne et puis 500 € par mois pour avoir une connexion Internet. Aujourd'hui, avec 1000 francs CFA, 1,50 € on peut avoir 1 heure de connexion. Mais bon, ça reste quand même réservé à des privilégiés. Pour donner un exemple, un pays comme la RDC, c'est 1% des habitants seulement qui ont accès à Internet. Donc, on ne peut pas vraiment parler de médias de masse, on ne peut pas vraiment dire que tout le monde a accès à Internet. Ça avance, ça va venir. Mais pour l'instant, les médias traditionnels, la radio en tout cas, dans la plupart des pays africains, c'est le média par excellence et elle manque de moyens. Merci Cédric Kalonji, merci Lise-Laure Etia. Merci, Linda. Et merci à vous pour vos réactions postées sur notre page Facebook. Un mot de rugby avant de vous quitter pour vous dire que l'Afrique du Sud est qualifiée pour les quarts de finale du mondial. Les Springboks n'ont fait qu'une bouchée des États-Unis ce soir à Londres, 64-0. Notez que le Sud-Africain Brian Abama a rejoint Jonah Lomu en tête du classement des meilleurs marqueurs d'essais en Coupe du Monde, 15 essais. Et le mondial, ce n'est pas encore fini. Voilà pour l'essentiel. Merci de votre fidélité. Le Journal Afrique, c'est aussi sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre. À demain.